Bon, écoutez, donc en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, cet entretien va se dérouler en quatre parties. L'idée étant de rebondir bien évidemment sur l'actualité qui est très riche, que ce soit, j'allais dire, dans le monde civil ou dans le monde militaire. Les quatre thèmes qui seront abordés ce soir. Le premier thème, c'est donc la panthéonisation dans son aspect général, et puis là plus particulièrement avec la dernière en date, donc celle de Missak Manouchian. On reviendra dans un deuxième point sur la crise en Ukraine, savoir un petit peu où on en est et quelles seraient éventuellement les voies de sortie suite au discours notamment de Vladimir Poutine. On aura en troisième point bien une autre crise importante à Gaza, entre donc la Palestine et puis Israël. Et puis bah, nous, dans tout ça, le quatrième point, nous, c'est-à-dire notre armée, la France, dans quel état elle se situe et quelles sont ses perspectives, j'allais dire, d'avenir à court terme et à moyen terme. Euh, on va commencer donc par le premier point qui est donc cette panthéonisation. On a eu le décès dernièrement de Robert Badinter. On parle déjà de le panthéoniser. Est-ce qu'il n'y a pas, je ne vais pas dire un effet de mode, mais est-ce que c'est pas un symptôme, pas un symptôme, mais disons plutôt une maladie de notre époque de vouloir se chercher des héros et de panthéoniser un petit peu. Alors, pas des inconnus quand même, mais des personnes qui, tout compte fait, soit ont fait leur devoir, ou soit sur des aspects de leur vie, professionnelle ou personnelle, sont sujets à polémique, à votre avis? Oui, oui, effectivement, hein, la panthéonisation, comme vous dites, hein, je ne suis pas très sûr que ce soit un mot bien français, hein, c'est quelque chose qui devient, toutes les cérémonies mémorielles auxquelles on assiste, me semble être des cérémonies qui permettent au président de s'exprimer, de faire de beaux discours et de cacher le reste. C'est-à-dire que pendant qu'on parle de ça, on évite de parler d'autre chose, quoi. Alors, on peut parler évidemment des gens que l'on a pu panthéoniser depuis quelques années, hein. Il y a eu bien sûr la fournée de 2014 avec des gens un peu étonnants, hein, comme en particulier un homme qui s'appelait Jean Zay. Jean Zay, qui était un antimilitariste notoire, qui avait été un éphémère ministre de l'Éducation, le plus jeune de tous les temps, hein, et qui a déserté au moment de la guerre de 40 et qui a été abattu par les Allemands, hein. Donc, abattu par les Allemands, c'est un titre de gloire. Et donc, il s'est fait panthéoniser. Alors, pour vous montrer le genre de personnes qui sont aujourd'hui appelées à entrer au Panthéon, je vais vous lire un texte qui, qui a été écrit par Jean Zay bien avant d'être panthéonisé, quand il était dans sa partie antimilitariste forcenée. Alors, ce texte a été écrit en 1924, hein. Alors, s'intitule Le torche-cul, le torche-cul étant bien sûr le drapeau français, les trois couleurs du drapeau français. Je vous le lis. Ils sont 1500 000 qui sont morts pour cette saloperie-là. 1500 000 dans mon pays, 15 millions dans tous les pays. 1500 000 morts, mon Dieu. 1500 000 hommes morts pour cette saloperie tricolore. 1500 000 dont chacun avait une mère, une maîtresse, des enfants, une maison, une vie, un espoir, un cœur. Qu'est-ce que c'est que cette loque pour laquelle ils sont morts? 1500 000 morts, mon Dieu. 1500 000 morts pour cette saloperie. 1500 000 éventrés, déchiquetés, anéantis dans le fumier d'un champ de bataille. 1500 000 qu'ils n'entendront plus jamais, que leurs amours ne reverront plus jamais. 1500 000 pourris dans quelques cimetières, sans planches et sans prières. Est-ce que vous ne voyez pas comme ils étaient beaux, résolus, heureux de vivre
comme leur regard brillait, comme leurs femmes les aimaient, ils ne sont plus que des pourritures pour cette immonde petite guenille. Le drapeau, hein, je rappelle. Terrible morceau de drap coulé à ta hampe, je te hais férocement. Oui, je te hais dans l'âme, je te hais pour toutes les misères que tu représentes, pour le sang frais, le sang humain aux odeurs âpres qui giclent sous tes plis. Je te hais au nom des squelettes. Ils étaient 1500 000. Je te hais pour tous ceux qui te saluent. Je te hais à cause des pencus, des couillons, des putains qui traînent dans la boue leur chapeau devant ton ombre. Je hais en toi toute la vieille oppression séculaire, le Dieu bestial, le défi aux hommes que nous ne savons pas être. Je hais tes sales couleurs, le rouge de leur sang, le sang bleu que tu voles au ciel, le blanc livide de tes remords. Laisse-moi, ignoble symbole, pleurer tout seul, pleurer à grands coups les 1500 000 jeunes hommes qui sont morts, et n'oublie pas, malgré tes généraux, ton fer doré et tes victoires, que tu es pour moi de la race vile des torche-culs. Voilà. Voilà un homme, Jean Zay, que l'on a mis au Panthéon en 2014, hein, donc c'est pas vieux. C'était sous le président François Hollande, qui était très fier de mettre un homme qui avait eu de tels propos envers notre drapeau au Panthéon. Donc on était là dans l'anti-France. Ouais, c'est Alors extrêmement maintenant, violent, hein. ouais, ouais, c'est violent, oui, c'est Ouais. violent. Et voir qu'on a pu arriver à promouvoir un homme comme ça et à le mettre au Panthéon, là où sont nos grands hommes, penser qu'il ait pu être un ministre de l'Éducation nationale en France avant la défaite de 40, on ne s'étonne pas après qu'avec de tels hussards de la République, comme on appelait nos enseignants dans le temps, hein, on est perdu la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Après, bon, on peut arriver au cas Manouchian, si vous le voulez. Ça Ouais. veut... En Oui, fait, tout alors le cas... ça, quelque part, Oui, j'y trouve un point commun justement avec Manouchian, tout compte fait. Est-ce que si on prend le cas de Manouchian, est-ce que c'est bien une personne qui s'est battue pour la France? Euh, c'est pas, on peut en douter. Il s'est avant tout battu pour ses idées politiques, en fait. oui, vous avez tout à fait raison, hein. Le Manouchian, c'était pas un Français dans l'âme, hein. Il était internationaliste dans l'âme. Il Voilà. était communiste, donc internationaliste, hein. Pour lui, c'était l'international socialiste. Et sa résistance, il y est rentré bien tard, hein. On ne l'a pas vu aux premières loges dans les années 40, hein. Il n'est rentré en véritable résistance qu'en 43. Et puis voilà, on le panthéonise. Alors, comment on en arrive là et comment on arrive à faire rentrer quelqu'un au Panthéon? Ben, c'est assez simple, hein. Pour rentrer au Panthéon, il faut d'abord un produit, un homme, une histoire, une histoire, un narratif que l'on vend. Alors, on le vend comment? Ben, on le vend en faisant du lobbying par les médias. Hein, c'est exactement comme les Oscars au cinéma ou comme le prix Nobel de la paix, hein. Tout ça, c'est promu par des lobbies, hein, qui travaillent l'opinion, qui travaillent les médias et qui finissent par avoir gain de cause, hein. Alors Manouchian a commencé, le lobbying pro-Manouchian a commencé grâce au Parti communiste, hein. C'est le Parti communiste qui l'a promu et qui l'a fait monter petit à petit, qui a monté son histoire en épingle en racontant un narratif qui collait, alors que les Allemands avaient aussi confirmé, enfin, avaient confirmé, hein, sur l'affiche rouge, les Allemands avaient dit de Manouchian qu'il avait fait 56 attentats et quelques 150, Oui, 150 victimes, si ma mémoire est bonne, hein. oui, c'est Mais ça. bon, est-ce qu'il les a fait vraiment? On Bah, n'en sait trop rien, hein. en tout cas, ça a été remis en cause par l'historien Courtois qui, dernièrement, s'est fendu d'une tribune dans le Figaro où justement il expliquait, tout compte fait, le rôle assez mineur de Manouchian, en fin de compte.
Oui, c'est ça, mais il suffit de raconter une belle histoire, un beau Oui, narratif et de le vendre. Les médias, à force de le répéter du matin au soir, les gens finissent par le croire et finissent par se dire, oh, quel homme, quel héros. Alors, on peut interpréter cette affaire-là de différentes manières, hein. Pourquoi est-ce qu'on a posé, pourquoi est-ce que le président, quel est le message qu'il veut faire passer, quoi? oui, Le message politique qu'il veut faire passer, bah, bien sûr, tout le monde l'a compris, hein. Et à l'époque où justement l'accueil des étrangers en France n'est pas toujours très bienvenu, hein, parce que certains d'entre eux se radicalisent et commettent de mauvaises actions sur le territoire, donc, et entraînent une réaction de rejet d'une partie de la population non négligeable. Hein. Donc à ce moment-là, bon, on essaye de promouvoir l'étranger, de montrer qu'un quelqu'un qui, qui avait la France chevillée au corps. Alors, est-ce que c'était la France ou est-ce que c'était le communisme chevillé au corps? Ça prête à discussion, bien sûr, hein, mais on essaye de nous montrer que des étrangers ont pu être grands au service de la France, ce qui est vrai. Hein. Dans certains cas, ça a été vrai. Dans le cas de Manouchian, c'est plus discutable, hein, euh, sur ses actions surtout promu par un parti communiste. Hein. Rappelons que oui, le Parti communiste, sans être mauvaise langue, hein, c'était le parti qui s'est proclamé très longtemps, au moment de la libération, comme le parti des fusillés. Le parti des fusillés. Alors, le parti des fusillés, il prétendait avoir eu, alors le parti lui-même français prétendait 75 000 fusillés, son secrétaire général, lors d'un voyage en ex-URSS, avait dit 350 000 fusillés. En fait, bon, des études historiques ont été faites et il s'avère qu'en France, durant toute la guerre 39-45, il y a eu 4350 fusillés, hein, quelque chose comme ça, à un ou deux près, 4350 fusillés, hein, selon toutes ces études, donc toutes catégories confondues, donc un tiers de communistes. Donc, en fait, ça n'était pas 75 000 fusillés, ça n'était pas 350 000 fusillés communistes, c'était à peu près 1500 fusillés communistes, à peu près ça, à quelques unités près, selon, là encore, des historiens experts hein, qui se sont réunis à 110 pour faire l'inventaire complet de ces fusils. Donc, il faut faire très, très attention aux narratifs oui. qu'on nous raconte à la télévision et qui ne sont pas toujours l'expression de la vérité. Bien sûr. Si je vous suis bien, il s'agit encore d'une opération de propagande de la part de Macron, tout simplement, qui vient tout compte fait, parce que c'est quand même son objectif. D'ailleurs, on dit qu'il est progressiste. C'est assez amusant parce que les communistes, au départ, étaient surnommés eux aussi des progressistes, en fait. Donc, Bien sûr. progressisme, mondialisme, communisme, tout ça, ça obéit à la même logique. Et une fois de plus, on vient effacer, on souhaite effacer l'esprit des nations. Malheureusement, donc en procédant à cette, je pense à cette montéonisation. Oui, 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 vous avez raison. Hein. Donc, mais après tout, euh, dans l'idée de nos politiques qui nous imposent ce genre d'individus au Panthéon, enfin qui imposent, oui, qui nous mettent ce genre d'individus au Panthéon. euh, alors d'abord, il faut savoir que pour Manouchian, il y a eu un refus du général de Gaulle en 1964. Hein. Il était en concurrence avec Jean Moulin. Il n'y a pas eu photo. Hein. Jean Non, Moulin non. l'a emporté très largement. Mhm. Et puis, il a fallu, donc, depuis 64 jusqu'à 2014, hein, il a fallu Mhm. 70 ans, on va dire, pour pas loin, quelque chose comme ça, oui. Non, 64, 50, un demi-siècle, quoi, pour de lobbying, hein, dont des pétitions nationales signées toujours par des intellectuels, hein, toujours les mêmes, hein, qui font la pluie et le beau temps quand ils signent un texte par 50 ou 100. Hein. Il y avait une pétition, par exemple, en 2014, euh, euh, oui, pour Manouchian. Hein. La pétition pour Manouchian en 2014 avait été organisée par un député qui s'appelait Jean-Marc Germain,
hein, qui avait probablement beaucoup d'électeurs, soit communistes, soit arméniens, hein, euh, pousser cette pétition. Et puis voilà, bon, cette pétition a fini par aboutir en 2024, hein, et voilà donc Manouchian entrant au Panthéon. Alors, Voilà. compte tenu du Moi, contexte, compte tenu du contexte économique, pardon, pas économique, du contexte géopolitique un peu compliqué en ce moment, est-ce qu'on peut ne pas y voir aussi, avec cette panthéonisation, Macron a bien dit, tu entres ici en soldat, est-ce que c'est pas aussi une façon de préparer les esprits à peut-être une guerre future et quelque part dire voilà, demain il faudra peut-être prendre les armes et savoir se défendre, résister, pourquoi pas recouvrer une liberté? Est-ce que c'est pas oui, ça aussi le message qui est donné par les autorités? moi je pense pas parce que Macron sait très bien que il suffit pas de préparer les esprits, il faut préparer les hommes, il faut préparer les armées, il faut préparer et ça c'est pas fait du tout, hein. Donc on n'est pas prêt pour une guerre, hein, faut le reconnaître, hein. On le Bien verra sûr. peut-être dans un chapitre plus long. Par contre, moi il y a quelque chose que je trouve intéressant moi dans cette panthéonisation, hein. Qu'est-ce que fait Macron? Il rend hommage quelque part à, à ceux qui ont su résister à l'oppresseur, à l'occupant nazi. Et moi, je sais pas pourquoi, je fais un parallèle en écoutant ces discours et tout, je fais un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. C'est-à-dire, je me demande si ces terroristes, ceux qui sont qualifiés de terroristes à Gaza, comme Manouchian était qualifié comme, comme terroriste par les Allemands, et c'est pour ça qu'il a été exécuté d'ailleurs, hein. Je me demande si, enfin, c'est mon interprétation personnelle qui finit par, qui est presque une interprétation boomerang. C'est-à-dire que quelque part, je me demande si on ne devrait pas aussi rendre hommage à ceux qui se lèvent dans leur pays qui est la Palestine, on l'abordera peut-être un peu plus tard, hein, pour se lever contre un oppresseur, en utilisant des méthodes certes terroristes, mais après tout, quand on regarde ceux qu'on envoie au Panthéon aujourd'hui, c'était Mhm. un gars qui faisait pas dans la dentelle et qui faisait lui aussi du terrorisme et qui tuait des Allemands. Alors, bon, il était, il était terroriste, mais lui au moins s'attaquait, je crois, principalement à des militaires. Voilà, exactement. Il n'y avait pas quand Alors même il s'attaquait pas qu'aujourd'hui, à la population civile. on Mhm. n'est plus dans ce terrorisme que je qualifierais Mhm. de propre, enfin propre, si tant est qu'on puisse qualifier le terrorisme de propre, hein. Là, on est dans aujourd'hui, on est, on est dans l'atrocité quoi, de Bien l'occupant sûr. vis-à-vis de gens qui ont fait du terrorisme et qui ne se sont pas attaqués et qui n'ont pas tué, contrairement, bon, on le verra tout à l'heure peut-être, hein, mais qui n'ont pas attaqué. Euh, on a un narratif du 7 octobre qui n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. On en parlera tout à l'heure. Hein. Donc, Tout à fait. on se fonde là-dessus pour qualifier de terroristes des gens qui se seraient attaqués à des civils. On en reparlera tout à l'heure. Très bien. Bon, écoutez, je pense que pour ce premier point, on a fait à peu près le tour. Puis de toute façon, comme vous le dites si bien dans vos petites notes quotidiennes, c'est Oui, bien à sûr. chacun de se forger son opinion, bien sûr. Merci pour ce Voilà, premier point. voilà bon.